1862-1923, Maurice Barrès. Complexe ou ambigu? Une émission de Christine Goémé. François Broche a publié aux éditions Jean-Claude Lattès la biographie de Maurice Barrès. Il est l'enfant d'une petite ville, comme il dira lui-même, mais cette petite ville, ce milieu, je ne dirais pas qu'il le prend en grippe, mais enfin, il s'en détache très vite. D'abord, il est interne dans un collège des environs de Nancy. Sa mère fait de fréquentes dépressions nerveuses. Il souffre de l'internat, il a souffert des maladies de la neurasthénie de sa mère. Il a eu tout de suite, très jeune, il a eu l'envie de monter à Paris. Pas besoin d'être rastignac pour ça, ça a toujours été quand même un point fixe de toutes les adolescences depuis très longtemps. Et donc son rêve le plus cher a été réalisé assez tôt. Il est monté à Paris en promettant à ses parents qu'il allait faire de bonnes études, mais il n'a pas tenu cette promesse. Et l'engagement lorrain, l'enracinement lorrain est venu beaucoup plus tard. C'était une partie de son système de pensée. Alors à Paris, donc il va devenir... la terre lorraine, mais pas l'enracinement dans la terre lorraine. Alors à Paris, il va devenir au fond une espèce de jeune dandy qui va fréquenter les salons littéraires. Comme je suis journaliste, ce qui m'intéressait, c'est qu'il a débuté dans la carrière littéraire comme journaliste. Oui. Ses premiers écrits sont des chroniques de revues, des petites revues littéraires comme il en fourmillait à l'époque. Et il a fini, 50 ans après ou 40 ans après, il a fini comme journaliste. Il n'a jamais cessé d'être journaliste. Et à mon avis, cette caractéristique fondamentale a orienté toute son inspiration de romancier, d'essayiste, de pamphlétaire. Être journaliste, si on est un bon journaliste, et je crois qu'il l'était, l'anthologie que nous publions avec Éric Roussel le montre assez, être un bon journaliste, c'est être curieux de tout, c'est s'intéresser à tous les phénomènes de la société dans laquelle on vit, toutes les curiosités, tout ce qui est insolite, pas seulement la politique. On ne peut pas réduire Barrès à la politique. On peut quand même dire quelques mots de ses fréquentations de jeunesse qui l'ont quand même oui, alors influencé, il s'est comporté, en fait, il s'est bien comporté comme un rastignac. C'est-à-dire que tout en essayant, il n'avait pas de revenus énormes, donc tout en essayant de placer des articles dans des revues, il essayait également de se placer lui-même dans le monde, et il a fréquenté, comme il avait un goût littéraire très sûr, il a fréquenté très vite les meilleurs auteurs de la capitale. Il allait au Mardi de Mallarmé, par exemple. Mallarmé, Victor Hugo, le Comte de Lille, Anatole France. Victor Hugo, pour qui il avait une adoration. Oui, donc il y a cette vie sociale qu'il mène, qui n'est pas une vie sociale d'une très grande pureté. Et puis en même temps, il y a sur le plan idéologique, il opte franchement pour l'anarchie. Ses débuts, le culte du moi, titre génial qui est passé à la postérité, qui a assuré son succès, ses débuts littéraires. Le culte du moi, c'était une conséquence d'un individualisme anarchique qui ne reconnaissait aucune valeur établie. Et Barrès a très tôt montré une grande sympathie pour les anarchistes, tout en contestant la nécessité du recours à la violence. Enfin, il ne recommandait pas de poser des bombes, mais il avait beaucoup de sympathie pour les anarchistes. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un itinéraire qui a eu des débuts surprenants. Et je dirais même que, alors même qu'il est devenu peu à peu nationaliste, il a gardé un fond d'anarchisme qui signifiait pour lui avant tout goût de la liberté, une passion forcenée de la liberté, de sa propre liberté, de la liberté vis-à-vis de son camp. Barrès, c'est quelqu'un qui ne supportait pas d'être censuré. Daniel Rondeau. Les hasards de la vie m'ont fait me retrouver à Nancy en 1971. J'ai passé 3 ans un peu exilé dans ce que je considérais comme un peu un bastion de l'Est, une redoute de l'Est. J'étais à ce moment-là établi. Et comme établi, je dois avouer qu'on lisait très peu. Moi, j'ai le souvenir d'avoir simplement lu 3 livres à cette époque-là, par les écrits militaires de Mao Tse-tung. Le premier, c'était Georges Navel, Sable et Limon. Parce que Georges Navel était un écrivain d'origine ouvrière, qu'il était né à Pont-à-Mousson et que je travaillais tout près de cette ville. J'ai lu Lucien Leven de Stendhal parce que là aussi il y avait tout commençait par une histoire de révolte ouvrière dans une ville de l'Est. Et puis j'ai lu Un jardin sur le Ronde
à cause de Maurice Barrès et à cause de Nancy. Et puis tout ça, j'avais un peu oublié. Puis j'ai retrouvé Barrès un peu plus tard. On peut dire que j'ai labouré dans tous les sens la Lorraine de Vittel ou des Vosges jusqu'à la Lorraine du Nord, jusqu'au pays de Stanislas de Guetta, en exerçant différents métiers. Et j'ai toujours été très sensible au paysage et à la variété des paysages. On a de la montagne, on a des côtes, les côtes de Meuse, on a cette vallée de la Moselle et ces grandes forêts. Et c'est là que j'ai redécouvert un peu par hasard Barrès, parce que justement, toute une partie de son œuvre est vraiment habitée par ces paysages-là. Et moi, j'exerçais différents petits métiers. J'étais enquêteur pour un institut de sondage, j'étais livreur pour une société de pharmacie, donc je me promenais avec ma petite camionnette et j'allais un peu partout. Et à ce moment-là, je me promenais avec les livres de Barrès. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à écrire un petit livre, un livre d'histoire, qui s'appelait Chagrin Lorrain, qui était un livre sur les ouvriers au 19e. Et là, je me suis plongé pendant 1 an et demi ou 2 ans, enfermé, je pourrais dire, dans les archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Je suis tombé naturellement sur toute l'agitation boulangiste et je suis retombé sur un Barrès. Alors en même temps, c'était un Barrès, c'est une période assez passionnante parce que rien n'est figé, c'est-à-dire c'est vraiment la gestation d'un mouvement ouvrier. Je crois que le mouvement ouvrier, les syndicats vont se créer très, très tardivement. En Lorraine, c'est une terre d'industrialisation tardive. Hein, c'est bien plus ancien que le centre, le nord. C'est le 3e pôle d'industrialisation française, c'est plus tardif. Et Nancy, qui était une petite ville provinciale, ville de duché, brusquement va exploser. Et on va assister d'abord une effervescence ouvrière absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui viennent de 20 pays différents, qui se retrouvent soit autour de Nancy, soit en Lorraine du Nord, et naturellement ils vont tenter de s'organiser pour améliorer leurs conditions de travail, pour créer des associations, pour créer des organisations, des comités. Et il y a beaucoup d'agitations anarchistes, socialistes, et naturellement il va y avoir une agitation boulangiste, ce qu'on a appelé des comités révisionnistes. Et là, dans les archives de Meurthe-et-Moselle, j'ai retrouvé des fiches de commissaires de police faisant des rapports sur l'activité de Barrès. Ah, c'est passionnant. Alors, on va voir ces... Ah oui, oh là là, vous les avez photocopiés? Alors voilà, on a... ça, c'est un rapport au préfet qui est daté du 15 mars 1889, qui est signé par le commissaire de police, commissaire central de la ville de Nancy, et c'est sur le Courrier de l'Est, donc, qui est un journal d'agitation boulangiste. Et alors, je commence naturellement tout seigneur, tout honneur par le petit rapport sur Maurice Barrès, du commissaire de police, et voilà ce qui est écrit. Barrès Maurice, né à Charmes, le 19 août 1862, célibataire. Bachelier, a fait ses études à Nancy, moyenne aisance, très intelligent, a collaboré au Figaro, rédacteur du Courrier de l'Est, journal boulangiste, sans influence, demeurant plutôt à Paris qu'à Nancy. Son père est receveur municipal à Charmes. Et quand, en continuant à dépouiller toutes ces liasses des archives, on voit donc pendant toutes ces années, 1889, début des années 90, on voit que sans arrêt, Barrès, qui devient député de la région, fait des meetings en permanence dans les villes ouvrières, Saint-Nicolas-de-Port, Pont-à-Mousson, Pompey, et qu'à chaque fois d'ailleurs il y a des meetings, et ces meetings sont agités. Il y a aussi une agitation royaliste, il y a des gens qui sont anti-révisionnistes, donc il y a de très nombreuses bagarres. Et en tout cas, voilà, j'ai retrouvé cette trace de Barrès, agitateur ouvrier, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment un agitateur ouvrier, élu des ouvriers, comme il le disait lui-même, dans les archives de police départementales de Meurthe-et-Moselle. Christian Jambet. On peut reconstituer la courbe de vie politique de Barrès en rappelant que, grosso modo, la première phase de cette vie se place sous le signe de la gauche post-communarde anarchisante. Lui-même, d'ailleurs, dit qu'il est de gauche.
par opposition à la droite parlementaire républicaine classique et surtout à la droite anti-républicaine. Mais pour l'essentiel, cette première phase de sa vie politique est placée sous le signe de l'anarchisme et, on peut aussi le dire, d'une certaine proximité à l'égard du prolétariat français en tant qu'il est français. Ce qui le conduit assez naturellement à unir nationalisme et esprit de révolte, ce qui d'ailleurs est aussi une tradition que l'on avait déjà rencontrée dans la génération de la Commune. Et la deuxième phase est celle d'un nationalisme anti-parlementaire qui concentre en lui plusieurs mouvements de révolte intellectuelle dont il se fait l'écho dans leur figure, le livre consacré à l'aventure du général Boulanger, où l'on voit d'un côté des anciens anarchistes et des anciens communards ou des gens d'obédience comme ça communarde, et puis les nationalistes du courant principal qui a suivi le général Boulanger. Comme si, dans l'affaire de Panama, c'est-à-dire dans la plus grande crise qu'à l'époque ait connue le système parlementaire, Barrès ait reconnu les symptômes non pas d'un mouvement de droite, mais essentiellement d'une révolte contre des représentants déchus, des représentants corrompus de la volonté nationale. Alors c'est là, bien entendu, dans cette deuxième époque, qu'il noue le plus de contact avec le mouvement nationaliste, ce qui le conduira, par admiration pour Déroulède, à fonder la Ligue des Patriotes et à y prendre de plus en plus de place, et à nouer certaines relations, mais qui resteront tout de même maîtrisées par lui, avec Charles Maurras. Il n'écrira jamais dans l'Action française, il a des liens avec Maurras au moment de l'affaire Dreyfus, mais une chose le sépare, à mon avis, de manière essentielle de Maurras, c'est que Maurras est monarchiste, qu'il lie le nationalisme au monarchisme, alors que Barrès est quelqu'un qui se veut aussi bien l'héritier de la Révolution française et de l'Empire. Donc il se réclame dans tous ses livres. Hein, ouvertement, de sorte que la continuité nationale française passe bien sûr par l'histoire de la monarchie, mais aussi par la République, la Révolution, l'Empire. Alors pour finir, évidemment, la dernière hypostase, si on peut dire, de la politique barrésienne, c'est le nationalisme militaire, militant et militaire de la guerre de 14-18. Est-ce que via Barrès, on peut réexaminer un certain nombre de mots? Par exemple, effectivement, le mot qu'on emploie toujours en parlant de lui, c'est-à-dire nationalisme. Au fond, nationalisme, ça veut à peu près tout dire et rien dire non plus quand on l'emploie aujourd'hui. Du coup, comment Barrès emploie-t-il ce mot et qu'est-ce que ça veut dire pour lui très exactement? Bon, le nationalisme barrésien est très très différent du Volksgeist selon Herder, de l'esprit d'un peuple selon Schlegel, les frères Grimm, la tradition romantique allemande. Je crois que c'est par rapport à elle qu'on peut le mieux le comprendre. Pour cette tradition romantique, l'esprit d'un peuple qui s'inscrit dans sa langue, dans son folklore, etc., l'isole, le ferme, le clôt sur lui-même. Alors que d'abord le nationalisme barrésien est composé de manière très riche de la multiplicité des cultures régionales de la France. Ce qui n'en fait d'ailleurs pas un régionalisme. Oui, c'est ça. Bon, mais il est vrai que Barrès a été très sensible au mouvement provençal, à Mistral. Il est sensible évidemment à l'esprit de la Lorraine. Enfin, et donc il y a l'idée que ce qui constitue la nation française, déjà, c'est une multiplicité de singularités, sa diversité. Bon, ensuite et surtout, ce qui fait, d'après lui, l'unité de la nation française, c'est son histoire, c'est-à-dire des générations successives de vivants qui se reconnaissent dans leur mort. Alors, on a beaucoup dit de sottises, on a dit bien des sottises sur le rapport de Barrès aux morts et à la terre. Je pense que le sentiment d'attachement à la terre et aux morts était d'abord un sentiment extra-politique, étranger à la politique. On le voit bien, la plupart des textes qu'il y consacre, ça vient de sa profonde mélancolie et de son vif sentiment de la mort, sentiment qui est à la fois lorrain et méridional. On voit bien qu'un des plus beaux livres sur le sentiment de la mort, c'est Gréco et le secret de Tolède. Oui. Donc c'est un livre du Sud. De même, ces livres sur l'Orient sont pénétrés comme ça du sentiment mélancolique de la mort. Le journal ne cesse de parler de la mort, les cahiers ne cessent de parler de la mort, et
à la fin, c'est pour se défendre du sentiment envahissant de la mort de toute chose que Barrès donne un sens positif aux morts. Les morts ne cessent plus d'être vivants pour lui, parce qu'ils sont vivants dans l'esprit d'un peuple, mais non pas au sens où les Allemands l'entendaient, au sens où cet esprit renaît sans cesse, et au contraire permet de vivifier, par sa tradition, sa propre renaissance. Et par conséquent, de créer toujours du nouveau, et de susciter un esprit de résistance et un esprit de création dans le peuple. Donc la référence aux morts devient l'inverse du sentiment morbide par lequel, au fond, elle trouvait sa raison d'être. La référence aux morts devient la référence à ceux qui transmettent. Oui, c'est plutôt effectivement la tradition, quoi. Voilà, au sens d'une pérennisation et d'une victoire de l'éternité sur le temps. Voilà, c'est ça. Et quant au sol, ça n'a rien à voir avec une mythologie fasciste. Le sol chez Barrès, c'est ce qui permet au peuple de retrouver sa force et de se retrouver lui-même, de ne pas être perdu et aliéné, on dirait ça en termes modernes, de faire en sorte que les masses paysannes, à l'époque le peuple est majoritairement paysan, les masses paysannes retrouvent dans leur pays, au fond, leur autonomie et leur capacité d'initiative et de résistance. Le meilleur exemple étant évidemment le peuple lorrain, poussant ses ducs, dit-il, à les sauver de toutes les agressions dont il a été victime, à sauver ce peuple de toutes les agressions dont il a été victime. Donc le sol n'est pas non plus à entendre au sens étroit comme l'inscription de la politique dans ce qu'il y a de plus réactionnaire et de plus étriqué, de plus opaque à toutes les inventions de la culture et de la pensée. Michel Cazenave. Lorsqu'on voit nationalisme sous la plume de Barrès, on le lit version 1990. Il faut comprendre ce que voulait dire le mot à l'époque où écrivait Barrès. Ce qu'il voulait dire simplement défense de la nation. Ce qui fait d'ailleurs que, par exemple, en 1940, au moment où la France est envahie par les Allemands et par le nazisme, les fils de Barrès, tout naturellement, se retrouvent dans la France libre. Car ça leur semble absolument évident. Alors, bien sûr, on dit nation, c'est en même temps le sol, et donc, évidemment, d'une manière implicite ou sous-entendue, c'est l'idéologie de Vichy. Il faut aller quand même plus loin, dans la mesure où, lorsque Barrès parle du culte des morts, il parle bien toujours du culte des morts qui sont tombés au combat. C'est-à-dire de ceux qui n'ont jamais abdiqué de la liberté de la nation, et à travers la liberté de la nation, qui n'ont jamais abdiqué de la liberté. Et donc, le culte des morts n'a évidemment rien à voir avec le grand repos des cimetières, qui est celui de Vichy, c'est bien ce culte des morts qui ont offert leur vie, auquel De Gaulle fait tout le temps allusion d'ailleurs pendant la guerre, en parlant des résistants torturés et fusillés par les Allemands. C'est dans ce genre de registre. Donc, Maurice Barrès et De Gaulle ou Malraux parlaient la même langue en réalité, et le mot nation signifiait pour eux exactement la même chose. C'est bien ça? Écoutez, là-dessus, je crois qu'il faut même aller encore plus loin. Je me rappelle un discours que Malraux avait fait lors d'assises du RPF, c'était en 1951 ou 1952, et où il disait « Je regrette d'avoir compris trop tard le dernier Barrès lorsqu'il parlait des morts ». Et en disant, parce que finalement, j'ai à la tête de la brigade Alsace-Lorraine, donc au moment où Malraux se battait contre le nazisme, combien de fois dans les campagnes de l'Est, souvent on m'a fait coucher dans des chambres où il y avait toujours la photo d'un mort, généralement avec la Croix de guerre ou la Légion d'honneur, ou simplement un ruban noir parce qu'il était mort pour la France. Et de disant, il y a une espèce de sentiment comme ça qui était égal, si je me rappelle bien, c'est la phrase exacte de Malraux, à la grande odeur du soir qui tombe sur les chrysanthèmes mouillés de Lorraine en ce moment. Bien. Et là-dessus, Malraux, si vous voulez d'ailleurs, on va reprendre l'extrait parce que je crois que c'est tellement beau qu'il faut vraiment le reprendre. Malraux développe et dit ce culte des morts, en réalité, il renvoie à la métamorphose et à la métamorphose que représente la mort. Et il ajoute encore, et il parle là de Barrès, en disant je l'avais mal compris, c'est maintenant que je le comprends. Maintenant que je me suis battu pour la libération de la France et pour la dignité de l'homme.
Lui, donc Barrès, que tout séparait de Victor Hugo sauf l'art. Lui que tout séparait de son vieux maître Michelet. Proclama que quiconque avait maintenu la générosité française appartenait à tous les nôtres et que nul n'avait le droit de l'oublier. Lorsqu'il vint s'incliner devant le corps de Jaurès, il ne vit de ce visage hélas pacifié que ses paupières fermées sur un grand rêve. Et lorsqu'il mourut à son tour, son vieil ennemi Clémenceau, l'homme qu'il avait le plus attaqué jadis, vint à son tour s'incliner devant lui, et peut-être le Vendéen réconcilié se souvint-il alors de la phrase, c'est une phrase de Barrès que cite Malraux, Clémenceau, Jaurès, tous ces hommes, je sais que dans la politique ils sont mes adversaires, mais dans la solitude et dans mon cœur, là où je goûte à la liberté, je les connais et je les aime. Alors on sait aussi que De Gaulle a lu Barrès. Est-ce que concrètement on peut entendre du Barrès dans l'écriture de Gaulle? Quand De Gaulle écrit, prend la plume, est-ce que la rhétorique barésienne passe à travers la phrase de Gaulle? Ou bien est-ce que ce sont les idées de Barrès, au fond, que De Gaulle retient le plus? Je crois que c'est sur les deux plans. C'est sur les deux plans. D'abord, il faut dire que De Gaulle a fréquenté Barrès jusqu'à la fin. Puisque maintenant que ses notes et carnets personnels ont été édités, on s'aperçoit qu'il recopiait des passages entiers de Barrès pour son édification personnelle, si l'on peut dire, en même temps d'ailleurs que pour la construction de son style. Pour s'en imprégner, quoi. Exactement. Exactement, et que finalement on a ainsi des traces de la lecture de Barrès depuis le début du siècle jusqu'à la fin de la présidence. Car n'oublions pas que De Gaulle, président de la République, continuait encore à lire Chateaubriand et Barrès. Vous diriez que c'est l'auteur qui l'a le plus accompagné? Je ne dirais pas celui qui l'a le plus accompagné, je dirais parmi ceux qui l'ont le plus accompagné. Et j'en suis tout à fait étonné parce que, écoutez, je prends une phrase comme celle-là. La dignité des hommes de notre sorte est attachée exclusivement à certains frissons que le monde ne connaît pas et qu'il faut multiplier en nous. Pour quelqu'un qui connaît le fil de l'épée, on a l'impression que c'est une phrase qui est directement sortie du fil de l'épée lorsque De Gaulle fait la description du héros. En réalité, c'est une phrase, effectivement, en 1927, qu'il recopiait sur Barrès. De la même manière que, ce qui est tout à fait étonnant, en 1946, on le voit noter un passage de Barrès. Maurice Barrès écrit en 1904. 1904, point d'exclamation. Ce seront les conservateurs qui appelleront l'étranger. Oui, ceux qui sont aujourd'hui les patriotes, les hommes fiers, las de vivre une France amoindrie, une vie humiliée, appelleront une annexion, si c'est en Lorraine, ou une domination, une intervention de l'étranger, qui leur donne enfin la joie de participer à une grande vie collective. Et il ajoute en note, la collaboration d'hier était là exactement prévue. Donc vous voyez, il y a une sorte de commerce constant, à la fois justement du point de vue des idées, dans cette idée de tous ceux qui sont morts pour la France, mais une France de la liberté. N'oublions pas que lorsque Barrès était député, il était, et je dirais normalement accepté par l'Assemblée en tant que tel, il siégeait à l'extrême gauche. C'est aussi quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Et d'autre part, du point de vue du style, là. Même du style. Oui. Du point de vue du même du style, mais du style, je dirais, un certain style qui va avec ce qu'il y a de plus profond en Barrès. C'est-à-dire à la fois, si je me rappelle bien ce qu'écrivait De Gaulle à Domnac, une sorte de déchirement, et à la fois il se servait du mot de désinvolture, il me semble bien, donc une sorte de dandisme, si on peut dire, du cœur, une sorte d'élégance comme ça extérieure. Bon, et on voit bien comment De Gaulle, dans tout le jeu du héros, par exemple, qu'il décrit dans Le fil de l'épée, il y a tout le temps ce désespoir surmonté, et d'ailleurs ce désespoir surmonté, De Gaulle y reviendra très souvent à l'intérieur de ses écrits. Alors la différence, c'est que De Gaulle, lui, au lieu de le surmonter par la désinvolture, par le dandisme, il le surmonte beaucoup plus par l'ironie. Mais entre l'ironie et le dandisme, évidemment, il y a des passages quand même très étroits. Alors que quelqu'un comme Malraux, à l'évidence, autre barrésien, et à partir de 1945-50, alors Malraux se réclame ouvertement de Barrès, qu'il avait déjà lu très jeune, nous le savons très bien, je dirais que Malraux, lui, alors là, est même le type parfait du barrésien. Car ce désespoir surmonté en lui, Dieu sait à quel point il a absolument traversé toute sa vie, et qu'il l'a lui-même, effectivement, surmonté à travers le dandisme, à travers une certaine désinvolture, à travers une pratique de l'humour qui, généralement, est tout à fait sous-estimée chez Malraux et qui, je pense, lui vient directement de Barrès.
1994, donc 40 ans se sont écoulés, Jean-Marie Domnac, depuis que vous avez publié ce petit livre très important sur Barrès, Barrès par lui-même, aux éditions du Seuil, dans la collection Écrivains de toujours. Et au fond, c'est un livre qui a autorisé un accès à Barrès qui semblait quand même être interdit, parce que les discours qu'on entend sur Barrès avaient l'air très contenus avant ce livre, et puis au fond les langues se sont déliées et les intérêts se sont dits grâce à ce livre-là. Donc 40 ans après ce livre, est-ce que votre passion pour Barrès est toujours intacte? Oui, elle est intacte avec des réserves dont nous allons reparler, mais quand j'ai fait ce livre, c'est vrai que je me sentais bien seul. Comment un intellectuel de gauche peut-il s'intéresser à ce vieux schnock qui, en outre, avait été un anti-Dreyfusard frénétique, un nationaliste, un patriotard, enfin, tout ce que vous voudrez. Barrès n'était plus qu'un fantôme condamné à des résurrections misérables. Et puis, oui, 50 ans plus 40 ans plus tard, des choses nouvelles se sont produites, c'est-à-dire que la superbe de l'intelligentsia parisienne a quand même pris un vieux coup avec l'effondrement des murs idéologiques. Et il était permis alors d'aller cueillir quelques pommes dans le jardin du voisin. Barrès n'était pas de ma famille, véritablement non, mais vous voyez, si je suis venu à lui, c'est tout jeune, c'est à l'âge de 16, 17 ans, c'est en juin 40, c'est l'humiliation, c'est à travers cette humiliation d'un pays occupé que je me suis senti si proche de lui, qui disait qu'à 8 ans, il avait vu les fanfares prussiennes pénétrer à Charmes au son des fifres, et que c'est là qu'il avait senti à quel point il tenait à sa patrie. Or, j'ai fait la même expérience tout jeune, et c'est à travers lui que je l'ai mise en littérature, en quelque sorte, entre 40 et 42. Et puis, bon, je me suis occupé d'autre chose, c'est-à-dire de l'histoire qu'il fallait faire ou aider à se faire. Et j'y suis revenu un peu plus tard, ayant lu à peu près, oui, les 56 livres. Il a un peu trop écrit, cet homme, 56 livres. Tout à Mais fait, c'est énorme. ce qui m'a fasciné, c'est la façon dont il parlait de la mort. Alors j'ai fait un diplôme d'études supérieures sur le sentiment de la mort chez Barrès, et puis les affinités que je me sentais très profondément avec André Malraux me ramenaient à Barrès, à une littérature qui a été de l'engagement, mais qui s'est toujours d'une certaine manière tenu à distance de cet engagement. Enfin, je crois que la venue, la revenue, le retour du général de Gaulle en 1958 a été un moment très important pour les Barrésiens, parce qu'en somme, de Gaulle, c'était ce que Barrès imaginait que le général Boulanger pouvait être, et qu'il n'avait pas été. Le rassemblement des Français au moment où ils étaient menacés non plus par l'Allemagne, mais par la décomposition d'un régime et par l'affreuse guerre d'Algérie. Mon livre est de ce moment-là, de ce moment où on s'interrogeait sur le destin même de ce pays qui avait été sauvé de justesse au cours de la Seconde Guerre mondiale, précisément par un général républicain. Et alors j'ai eu un petit moment, je ne peux pas dire de nationalisme, mais ce retour aux sources, ce retour à la patrie, c'était à la terre des pères. Et je crois que j'ai mieux compris Barrès à ce moment-là, parce qu'au fond, c'est le dernier des romantiques français, mais probablement le seul, qui est donné au sentiment, au retour de la terre et des morts, cette importance fondamentale qu'un homme comme Hölderlin lui a donnée. Lorsque Blum dit il est apparu, parler de Barrès, il est apparu parmi nous comme un étranger, il disait bien ce que je voulais dire. On comprend bien en vous écoutant Jean-Marie Domnac à quel point, au fond, il y avait une actualité de Barrès à l'époque où ce livre est sorti en 54. Donc, justement, je voulais vous demander quelle est au fond, la pertinence de cette redécouverte de Barrès aujourd'hui, puisqu'on republie un certain nombre de textes, etc. Donc, est-ce qu'au fond, il y a une actualité Barrès? Oui, je dirais d'abord que nous avons, depuis 20 ans,
ont perdu beaucoup de certitudes. Certes. Et nous avons cherché à rester fidèles tout en gardant à l'égard de nos convictions profondes une certaine distance qui est très visible chez Barrès, sauf dans les 2 ou 3 années où cédant à quelques théories fumeuses quasi racistes, il s'est emporté contre Dreyfus et contre les Juifs. Ce sont des années tristes pour moi, à son égard. Mais il a gardé cette vision du poète, de l'entomologiste, de celui qui décrit un spectacle qui le concerne, mais qui ne l'engage pas totalement, à l'égard duquel il garde cette distance ironique et poétique dont je parlais. De ce point de vue, ces cahiers sont une chose extraordinaire, n'est-ce pas? La façon dont il voit la bataille parlementaire, et Dieu sait si elle était furieuse à l'époque, avec passion, mais avec une certaine mélancolie. Et ça c'est tellement proche de ce que pensait le général de Gaulle. Vous voyez, un de ses amis les plus intimes m'a raconté un jour, relaté un jour ce mot du général, un jour où il était fatigué, lui disant, voyez-vous, j'ai toujours fait comme si, n'est-ce pas? Donc, le personnage chez Barrès est toujours là, en train d'orchestrer le sentiment, et le personnage ne colle jamais entièrement à la personne, n'est-ce pas? De Gaulle m'avait écrit à ce moment-là, en décembre 1954, une lettre que je lis non pas parce que elle m'est adressée, bien sûr, ça m'a fait plaisir, mais parce que sur Barrès, elle contient des choses que je trouve extrêmement profondes et qui valent largement tout ce que je pourrais dire. Mon cher Jean-Marie Domnac, votre Barrès, je l'ai lu avec soin, et par là même avec intérêt, beaucoup d'intérêt. D'abord parce que c'est lui qui n'a pas fini de m'enchanter. Ensuite, parce que c'est vous dont le talent me plaît, excusez-moi, dont le talent me plaît, encore qu'il m'arrive de ne l'approuver point. Vous faites très bien, alors voici ce qui est intéressant, vous faites très bien voir et sentir cet aspect de déchirement de l'âme, cet aspect du déchirement de l'âme si proche du désespoir, qui m'a toujours, il avait une écriture un peu difficile, n'est-ce pas, oui. qui m'a toujours entraîné. Et, ce déchirement de l'âme qui m'a toujours entraîné dans Barrès, qu'il a habillé d'une splendide désinvolture. N'est-ce pas? Je crois que ce mot splendide désinvolture caractérise exactement cette attitude du penseur engagé, dégagé, n'est-ce pas? Mais dont je ne crois pas que les faits doivent s'éteindre. Écoutez bien cette phrase, parce que la décadence ne se confondra pas toujours avec la médiocrité. Alors ça, c'est admirable, n'est-ce pas? Parce que formidable. Ça veut dire que cet homme avait parfaitement conscience de la décadence de ce qui avait été pour lui la grande nation, n'est-ce pas? Mais que cette décadence ne devait pas être avilissante, qu'elle devait être en quelque sorte poétique et active et source de renaissance. Et puis ensuite, j'avais trouvé un petit travail. Je donnais des cours dans un organisme de formation permanente qui était situé dans une toute petite localité qui s'appelle Tantonville. Daniel Rondeau. Tantonville a eu son heure de gloire à la fin du 19e parce que c'est là que c'était une grande brasserie. Cette brasserie était la brasserie Tourtel, connue, c'était une brasserie incroyablement moderne pour l'époque. Là aussi, j'ai cherché dans les archives de Tantonville, partaient des wagons blancs frigorifiques, et la bière Tourtel était exportée jusqu'en Indochine. Et d'ailleurs, il y a encore de nombreux cafés à Paris, notamment près de la gare de l'Est, qui s'appellent café au Tantonville ou café Tourtel. Et je travaillais donc dans un centre de formation permanente, donnant quelques cours de droit ou d'économie. Et j'avais beaucoup de temps libre entre mes cours, et j'allais me promener très souvent dans la campagne des environs, et notamment la première grosse colline qui était à côté, c'était la colline de Sion.
Au cœur du paysage barrétien. Au cœur du paysage barrétien. Donc j'avais l'habitude, entre mes cours, c'était en 5 minutes de voiture, d'aller à Sion, d'aller à Vaudémont, c'est-à-dire au cœur du Saintois. Un paysage incroyablement beau, très très rude en hiver, c'est-à-dire en hiver, le village de Vaudémont était pratiquement toujours enneigé. Enfin, et de là, on domine toute la plaine, une plaine où je crois qu'on voit une centaine de clochers, enfin je les ai jamais dénombrés, mais et là on est vraiment au cœur d'une Lorraine que Barrès a beaucoup aimée, à laquelle il avait résisté d'ailleurs quand il était jeune, puis qu'il avait totalement adopté jusqu'à construire autour de ce village l'histoire célèbre des frères Bayard. Et puis comme ça, j'ai continué en fait une sorte au fur et à mesure des années, une sorte de pèlerinage barrésien, parce que j'avais fait des émissions de radio à Nancy, toujours pour Radio Nord-Est, ainsi que des petits films de 13 minutes pour FR3, et notamment une émission de radio qui s'appelait Mémoires ouvertes. Et là, j'ai fait plusieurs émissions justement sur cette agitation boulangiste. C'était des émissions qui étaient consacrées à la mémoire populaire, que j'étayais par mon travail d'historien modeste, mais de mon travail aux archives. Et je recherchais des gens qui avaient connu cette période-là. Donc c'était à la fin des années 70, et j'avais retrouvé un certain nombre de gens qui avaient connu ou approché Barrès. Et c'est ainsi que je suis allé à Charmes. J'étais allé dans sa maison. J'avais vu sa salle à manger avec les boiseries qu'il avait fait venir d'un château, des boiseries du XVIIe. C'était une sorte de grosse maison de notaire. Et à Charmes, j'avais rencontré une très vieille dame, assez érudite, vous savez, comme on peut en trouver en province, des gens qui savent tout, qui sont affiliés à des sociétés d'histoire savante. Et elle se souvenait très bien de l'arrivée de Maurice Barrès dans les rues de Charmes au l'été. Elle venait passer l'été là. Et elle m'avait, naturellement, elle avait attiré mon attention sur un épisode que, à ce moment-là, je n'avais pas soupçonné, qui m'avait vraiment frappé. J'avais même cru qu'elle se trompait. En fait, c'est elle qui avait raison. Elle m'avait dit que Jean Jaurès, qui à ce moment-là, je crois, écrivait dans la Revue Blanche, était à Charmes. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, j'avais pu vérifier après que c'était exact, et que Jean Jaurès et Barrès, elle les avait vus tous les deux deviser agréablement, comme deux intellectuels, des soirs d'été à Charmes. Enfin, il y a quand même l'affaire Dreyfus. Hein. Alors, l'affaire Dreyfus est intéressante pour les raisons qui me paraissent les suivantes. Christian Jambet. Au fond, Barrès a construit à cette occasion une certaine doctrine de la vérité. Alors, bien entendu, nous savons que le capitaine Dreyfus était innocent du crime pour lequel il a été dégradé, conduit à l'île du diable. Bon. Mais nous nous attachons par là même à une notion de la justice, dont on voit bien que le plus éminent représentant a été Bernard Lazare, puis ensuite a été Péguy, pour laquelle la justice, c'est d'abord la reconnaissance de la vérité des faits, et de la vérité de la culpabilité ou de l'innocence d'un homme. C'est le point de départ vraiment de la révolte de quelqu'un comme Charles Péguy. Tandis que ce que met en place quelqu'un comme Barrès, c'est une autre doctrine de la vérité, une doctrine éminemment politique, elle, et non pas morale, ou plutôt qui soumet la morale à la politique, et qui veut que la vérité, ce soit ce qui servira les intérêts du peuple, de la nation et du parti. Alors là, en l'occurrence, le parti, c'est le parti qui soutient l'armée en vue des intérêts suprêmes de la nation. Donc les anti-Dreyfusards. C'est-à-dire les anti-Dreyfusards. De sorte que quand on lit Scènes et doctrines du nationalisme, où il a regroupé la plupart des textes sur l'affaire Dreyfus, on voit que très, très progressivement, il évacue la question de la vérité des faits. Alors il l'évacue bien sûr de plusieurs manières. D'abord il dit l'innocence de Dreyfus ne peut dépendre que de son origine. Or, du fait qu'il est juif, il est d'une certaine manière déjà coupable. Non pas que je me soucie, dirait-il, pour le paraphraser, de savoir si on peut ou non démontrer sa culpabilité, mais, dit-il, il y a une présomption de culpabilité parce qu'il n'a pas d'intérêt au salut de la France. C'est pas du tout
qu'en tant que juif, il soit inférieur, c'est qu'en tant que juif, il est étranger. Voilà le premier raisonnement. On ne voit pas pourquoi il ne trahirait pas, puisque, dit Barrès, ce ne serait pas trahir, puisqu'il n'est pas d'une certaine manière français. Ça, c'est évidemment... C'est effarant. Premier moment de la démarche. Deuxième moment de la démarche, le sujet de la vérité, ce n'est pas Dreyfus, c'est l'état-major. Si l'état-major a déclaré qu'il était coupable, et si le tribunal militaire l'a reconnu coupable, je ne vois pas, a priori, pourquoi je mettrais en doute cette culpabilité. Voilà les deux premiers moments de la démarche. La constitution, pourrait-on dire, d'une vérité politique touchant Dreyfus. Troisième moment, il dit bien, si l'on m'apportait la vérité incontestable de son innocence, alors je me tairais. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Je me tairais, c'est ce qu'il a fait. Il ne dit pas, je prendrai parti pour lui. Parce que de toute façon, et c'est là, c'est son véritable argument, innocent ou coupable, il détruit l'unité nationale, il affaiblit les forces vivantes de ce pays, et par conséquent, en un second degré, il est coupable. Il est coupable d'exister. Il est coupable d'exister. Il est coupable d'avoir fait l'affaire Dreyfus, quoi. Voilà. Alors ça n'empêche pas, bien sûr, d'admirer un certain nombre de Dreyfusards, tout en considérant le parti Dreyfusard comme un parti dangereux en tant que tel. Alors, moi, je pense que cette doctrine de la vérité aura un grand avenir, et je me permettrai de rappeler que quelqu'un comme Louis Aragon a été un grand barrésien, qu'il l'a salué entre autres parce que, et à juste titre, Barrès était le fondateur du roman politique moderne. Oui. Et on voit comment toute la lignée du roman aragonien, celle du monde réel, jusqu'au plus beau des volumes d'Aragon, c'est-à-dire les communistes, s'enracine dans la tradition du roman barrésien par opposition au roman proustien. C'est-à-dire le roman est écrit... Il y a l'intime d'un côté avec Proust, d'une certaine manière. Il y a la mémoire, il y a le roman de l'âme, et de l'autre côté il y a le roman du monde réel. Et on écrit en rapport à l'actualité politique dans les conjonctures politiques significatives. Et on voit bien comment Aurélien ou les voyageurs de l'Impérial tirent leur substance de quelque chose comme leur figure, l'appel aux soldats, les déracinés. Bon. Mais on voit bien aussi comment la doctrine de la vérité qui avait fonctionné pendant l'affaire Dreyfus chez Barrès peut se retrouver chez quelqu'un comme Aragon, dans un tout autre élément politique, puisque là encore, le vrai, le réel, c'est ce qui est le fruit d'une prise de parti. Ce n'est pas nécessairement ce qu'un esprit naïf pourrait voir dans les faits. L'innocence ou la culpabilité, ce n'est pas une question de fait, c'est une question de raison. C'est-à-dire qu'est coupable celui qui a pris une position de parti hostile aux forces vivantes, c'est-à-dire chez Aragon au communisme, et est innocent celui qui a pris parti pour le communisme, pour Staline, etc. Bon, c'est une doctrine de la vérité donc qui a fonctionné pleinement à gauche comme elle avait fonctionné, on peut dire, à droite pendant l'affaire Dreyfus. Et de ce point de vue, je crois que par-delà le sentiment vraiment profond malaise, profond dégoût qu'on a quand on lit la description de la scène de la dégradation de Dreyfus par Barrès, je crois qu'on peut voir que cet homme, qui était tout sauf un imbécile et un méchant homme, faisait plus que se tromper, faisait autre chose que se tromper. Qu'il se soit trompé est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il crée une doctrine politique de la vérité qui va fonctionner au fond jusqu'à nos jours et qui continue probablement à fonctionner et qui n'est pas comme telle méprisable, qui est intéressante, puisque bien entendu on peut dire qu'il y a un degré supérieur de la vérité à la vérité des faits, et au fond ce degré supérieur de la vérité a été professé par toutes les grandes institutions militantes, depuis l'Église jusqu'aux partis politiques modernes. François Broche. En fait, je crois que Barrès, il n'a pas construit une grande œuvre. Il est victime un peu de cette diversité, de cette dispersion qui a été la sienne. À part quelques grands titres comme Les Déracinés ou Leur Figure, ou bien L'Appel aux soldats, qui restent encore de très grands livres, surtout Les Déracinés, qui est
vraiment le premier grand livre du XXe siècle, parce que c'est un livre de visionnaire, c'est un livre admirablement construit, c'est une intrigue très forte. Donc Les Déracinés, c'est un grand livre, mais il n'y a pas une grande œuvre au sens de la recherche du temps perdu. Donc il est un peu victime de cette dispersion. D'ailleurs, impression que nous accentuons avec notre anthologie, notre choix d'articles, où on voit que Barrès, en effet, s'est dispersé, il s'est intéressé à tout. Viennent de sortir en librairie dans la collection bouquins les romans et voyages de Maurice Barrès présentés par Éric Roussel. Mais dès 1991, la librairie Honoré Champion a édité un très passionnant colloque intitulé « Barrès, une tradition dans la modernité ». L'intervention de Michel Mourlet portait sur le prophétisme dans Les Déracinés. Et pour lui, la modernité politique de Barrès s'articule autour du thème de l'individualité. Barrès dénonce l'individualisme parce que il l'estime en rapport immédiat précisément avec le déracinement qui, coupant l'individu de sa communauté, de ses racines, le livre entièrement à lui-même comme une sorte de ballon dont on aurait coupé les amarres, n'est-ce pas, qui s'élève librement dans le ciel et qui flotte au gré des vents. En revanche, ce qu'il admet parfaitement, et ce qui d'ailleurs est évident dans tous ses écrits et dans sa démarche même, c'est que c'est un homme libre et un homme qui est pour l'individualité, c'est-à-dire l'état d'un individu qui, étant relié avec sa communauté et avec sa tradition, avec son histoire, avec son sol, est en état, je dirais, de perfection de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'est pas guetté par le danger de ce qu'on appelle aujourd'hui la massification planétaire, n'est-ce pas, qui fait que tout le monde doit à peu près penser les mêmes choses. Oui, l'uniformisation de la planète. Il y a une uniformisation de la planète qui est le contraire de l'individualité, mais qui est un terrain tout à fait propice à l'individualisme. Et cet individualisme est créé par le déracinement. Pour inciter, disons, à la lecture des Déracinés, je crois que c'est quand même un livre que vous-même, Michel Mourlet, relisez souvent. Peut-être que vous pourriez nous lire un passage qui nous inciterait au fond à la lecture de ce livre. Qu'est-ce que vous avez choisi comme passage? Oui, alors justement, ce que je voudrais, c'est vous lire un passage des Déracinés qui ne soit pas du tout un passage idéologique, mais qui soit au contraire un passage littéraire, un passage de romancier, puisque c'est un roman. C'est un roman, mais avec des idées, mais qui ne... C'est ça l'un des miracles justement des Déracinés, et je crois l'une des formes du génie de Barrès, c'est que c'est quelqu'un qui est capable d'écrire un roman d'idées qui est complètement un roman de fiction. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un passage qui ne traite pas du tout ni du problème du déracinement, ni du problème de la décentralisation, ni du problème du culte de l'énergie. Culte de l'énergie qui d'ailleurs dans ce livre est symbolisé par un serment que font les 7 jeunes Lorrains montés à Paris et qui sur le tombeau de l'empereur jurent, n'est-ce pas, de former comme une espèce de conjuration et presque de franc-maçonnerie, n'est-ce pas, de s'épauler à travers les épisodes de leur vie, etc. Donc ça, c'était le culte de l'énergie et de Napoléon. Donc tout ce que je vais vous lire n'a rien à voir avec tout ça, mais c'en est le résultat, puisque c'est ce passage extraordinaire, à mon sens, de l'assassinat d'Astiné Aravian. Astiné Aravian étant une sorte d'aventurière voluptueuse et orientale, dont le principal héros des Déracinés, François Sturel, a été plus ou moins le Sigisbée, et femme qui le fascine, et qui les fascine tous, d'ailleurs, tous ces jeunes gens. Il se trouve que cette femme est fortunée, et que là où nous arrivons de cette histoire, les 2 fondateurs d'un petit journal qui devait leur servir de tremplin pour une ultérieure carrière politique, se trouvent à court d'argent
et n'ont pas trouvé d'autre solution pour renflouer leur journal que d'attirer cette malheureuse Astinée Aravian dans un guet-apens pour tenter de la dépouiller de ses bijoux et éventuellement de son argent. Ce soir-là, vers les 8 heures, dans la rue, Madame Aravian a été abordée par Racado et Mouchefrein qui la guettaient. Elle allait surprendre à leur hôtel des amis pour les mener au théâtre. Un oiseau, un lophophore, vert et bleu, de ses ailes repliées, la coiffait. Sur une robe de dentelle noire, ouverte en carré, et dont les manches venaient au coude, elle avait une jaquette de velours à côtes de nuances tourterelles. On se croirait dans Proust, là, n'est-ce pas? La jupe de dessous, à volant, était relevée de loin en loin par des nœuds jaunes, tandis que des nœuds jaunes encore ramenaient sur la hanche gauche la jupe de dessus. La ceinture était jaune, et les longs gants de Suède, selon la grande mode de 1885, de couleur bois clair et parfumés au bois de Liban. Troublés par cette harmonieuse créature, ils surent pourtant lui proposer et lui faire accepter une excursion, comme elle les aimait, sur la berge de Billancourt. L'idée d'errer la séduisait plus qu'aucune amitié et que nul spectacle. Pour qu'elle ne prévînt personne, Racado la mit lui-même en fiacre et s'assura qu'elle indiquait au cocher le pont de Neuilly, lieu convenu du rendez-vous. Prétextant, pour ne point l'accompagner, qu'ils avaient à s'informer d'une adresse, ils gagnèrent le but séparément par le train de Petite Ceinture et le tramway Porte-Maillot Courbevoie. C'était 10 heures passées quand elle descendit de fiacre et apporta son mystérieux et complexe enchantement sur le quai où viennent aboutir les profonds jardins des maisons de Saint-James. Dans cette nuit et ce silence, ils l'abordèrent en s'arrangeant pour cacher leur figure au cocher. La masse sombre des arbres dans l'île de Puteaux se penchait en frissonnant vers elle au-dessus de la Seine. Ils marchèrent vers Sèvres et Saint-Cloud en longeant le fleuve. Elle ne tarda pas à regretter qu'ils eussent renvoyé la voiture. Ils reconnurent s'être trompés et qu'il faudrait encore une demi-heure pour atteindre les Bouges où ils la menaient. Au bout d'une heure, elle leur ordonna de trouver un fiacre. En ricanant, ils s'offrirent à la porter. Sur sa menace d'appeler le premier passant, et comme il n'était pas minuit, ils cessèrent leur goujaterie. Racado assura qu'on approchait du point du jour. Par 2 fois, malgré la volonté de ses compagnons, elle avait essayé d'arrêter des cochers. Maintenant s'étendait une solitude menaçante. Elle eût voulu retourner vers Saint-Cloud, dont les lumières déjà l'avaient attirée. Ils s'y refusèrent, prétextant les cafés fermés et les voitures remisées. « On dirait que vous avez peur, ajouta Mouchefrein. Aurez-vous bientôt fini de nous insulter ?» Ils prirent pour thème de leurs propos qu'évidemment c'est plus commode d'être dans son lit, et ils développèrent cette imagination avec une extraordinaire liberté dont elle était suffoquée comme une révolte de domestiques. Elle espéra qu'ils étaient ivres. « Allons, dit-elle, monsieur Racado, soyez bons amis. Si vous me ramenez rapidement chez moi, je vous promets une subvention pour votre journal. » Il parut se rendre à ce désir. « Appuyez-vous sur nous, disait-il. Ne craignez rien, nous sommes solides. » De force, ces bandits mal soignés prirent chacun par un bras la belle aventurière et l'entraînèrent si vite que par 2 fois elle déchira sa jupe de dentelle. Elle se taisait. Ils marchaient toujours sur la chaussée qui, sans parapet, surplombe la Seine d'une hauteur de 5 mètres environ. Depuis 20 minutes, ils n'avaient rencontré personne. Comme toute l'eau du fleuve était ridée par le même souffle, ainsi leurs 3 cœurs étaient contractés par le même sentiment. Le nabot Mouchefrein, en serrant le bras de Madame Aravian sous le sien, la faisait se pencher. Elle lui dit « Vous voyez bien que vous êtes encore trop petit pour tenir les femmes autrement que par le jupon. » Dans cette minute, Racado, heureux d'entendre un homme humilié par une femme qui le ménageait, subit le charme de Madame Aravian. Il ne parvint à haïr cette beauté parfumée qu'en se représentant la pauvre Léontine, laide, en guenille et méprisée. Léontine, c'est naturellement la maîtresse de Racado. Excédé par l'offense reçue et par la douceur de la jaquette de velours, Mouchefrein égrenait un chapelet d'horreur. « Assez de paroles, Antoine !» dit la voix basse, presque méconnaissable de Racado. En même temps, pour fouiller dans sa serviette de cuir, il lâchait le bras de Madame Aravian. Mouchefrein fut envahi d'une peur immense et sa mâchoire inférieure commença de claquer d'une manière convulsive. Brusquement, la femme se dégagea, courut. Son mouvement, sa fuite, avait été si prompt, si vigoureux, que les 2 hommes n'avaient pu le prévoir ni les éviter. Ils ne poussèrent pas un cri, mais aussitôt la poursuivirent.
teintes violettes d'un soir tragique, sombres espaces, élan pour la tuer de ces jeunes gens qui l'eussent tant désiré. Leurs cris dans la nuit épandus, leurs courses avec les vêtements qui battent l'air, cet appel immense et puis des plaintes. « Chien !» dit-elle d'une voix époumonée quand, rejointe et se retournant, elle vit, le bras levé et tout lancé en avant, Rakado avec ses yeux ronds et rouges dans un visage que la peur faisait implacable. Qu'il y en a déjà eu de ces appels d'assassinés et qui sont allés Dieu sait où. L'horreur profonde, c'est que ce spectacle est tout à fait exaltant. Les hommes aiment à mordre et de désir leur bouche se dessèche devant les choses effroyables. La frénétique action, oh la pire débauche, dans sa pleine énergie et capable de susciter encore la pleine énergie, elle roule à terre sous le marteau brutal qui lui brise une tempe et souille le lophophore vert et bleu. C'est Rakado qui frappa, Mouchefrin la tenait par son petit cou qu'il était heureux de toucher. Ah, malheureuse, bête de luxe, elle a irrité de désir leur sang avec son corps dédaigneux. Elle est tuée par deux pauvres qui sont aussi des mâles orgueilleux. Ces deux caractères, quand ils ne s'excluent pas, constituent une espèce des plus dangereuses. Les gémissements qui se prolongèrent pendant une dizaine de minutes, malgré le dur genou de Rakado, ne doivent pas être tenus pour un témoignage de la sensibilité propre d'Astiné à Ravian. Il faut y reconnaître le murmure commun à toute âme qui s'enfuit. La vraie personnalité d'Astiné s'exprima par ce dernier mot « chien » avant qu'elle roulât à terre, où ce fut la mêlée confuse, la chiennerie d'un assassinat. Sans doute, elle mit sur ses yeux, sa main gantée de bois clair, d'un geste de petite fille qui se donne pour la première fois, et d'un geste qu'on croyait bien qu'elle ne retrouverait jamais. Ainsi, sanglante, eut-elle le temps de penser dans la nuit « Comme ça m'ennuie de mourir ». Mais eut-elle aimé vieillir, les orientales s'alourdissent si fort. Ces choses-là se passèrent dans les ténèbres et s'y enfoncèrent définitivement avec la conscience qu'en put avoir Astiné. Les deux assassins en prirent une vue bien différente de ce que nous tenons pour la réalité. Éperdus de terreur, ils dépensaient à frapper toujours d'excessifs efforts, comme si elle eût été une idole invincible et leur pire ennemi. Les perles maintenant, perles des mains, perles des poignets, perles du col, et ces turquoises immortelles qu'elle tenait des princes persans, toute cette gentille friperie de ses grâces, ils la lui arrachent avec leurs mains qui tâtent et qui tremblent. Et, courbés, ils complètent leur boucherie par une affreuse précaution. Ils la dépouillent de sa jaquette tourterelle, de ses dentelles noires, à nœuds jaunes, de toute sa soie parfumée, et leurs dures mains emportent cette tête désormais impure qu'ils courent enfouir plus loin. Ce beau corps, cette gorge de vierge qu'elle avait gardée et que baigne le fleuve d'un sang encore vivant, ses jambes adorables, tout cela qui eut tant de plaisir à éveiller les instincts de la vie, ils l'ont jeté sur le dur gazon des berges de Billancourt. Ce cadavre, ce sang et ces beautés découvertes, dans ce tragique abandon, c'est l'éternelle Hélène, tant admirée, tant décriée, qui, une fois encore, est venue du rivage homérique, avec le trésor augmenté sans cesse de sa fabuleuse beauté, attiser dans notre sein une ardeur que rien ne satisfera. Hélène, mais du moins cette fois, pour que soit complète son atmosphère de volupté, il ne manque pas au tableau l'appareil du carnage. Dès sa mort, les insolences commencent, mais pourtant sa position s'affermit. Et je crois qu'il faut chercher cette... Il est mort en 1923. Oui, hein. c'est ça, oui, en décembre 1923. Oui. Prématurément d'ailleurs, très prématurément, il avait 61 ans. Je crois que c'est un homme qui a incarné, qui a senti profondément, parce qu'il était journaliste précisément, il a senti tous les grands courants de pensée, tous les grands courants littéraires de son époque, et
qui, à mon avis, se sont engouffrés dans lui. Il a essayé de les capter. Il occupe un peu la place d'un médium, d'une sorte de médium. Et on est obligé, lorsqu'on est écrivain, de se situer par rapport à ceux qui vous ont précédé. Et inévitablement, on trouve Barrès. Alors, j'ai sous les yeux un petit livre très intéressant paru chez José Corti en 1987. Ça s'appelle L'affaire Barrès. C'est un procès, Georges Sebag. Donc, je vais lire l'acte d'accusation, lequel acte d'accusation avait d'ailleurs été lu par André Breton lui-même en 1921. Maurice Barrès, auteur des 3 volumes réunis sous le titre Le culte du moi, de l'ennemi des lois, de 8 jours chez Monsieur Renan, écrivain décadent, propagandiste de l'école romane, auteur des Déracinés, de Colette Baudoche et d'une chronique de la Grande Guerre, ancien socialiste, député athée, un des piliers du boulangisme, un des lieutenants de Paul Déroulède, un des instigateurs de l'affaire Dreyfus, un des dénonciateurs de Panama, nationaliste, apôtre du culte des morts, président de la Ligue des Patriotes, académicien, rédacteur à l'Écho de Paris, conférencier populaire, auteur de la Grande Pitié des Églises de France, partisan de la revanche, l'homme de la statue de Strasbourg, l'homme de l'annexion de la rive gauche du Rhin, l'homme de Jeanne d'Arc, président d'honneur de 175 sociétés de bienfaisance, Maurice Barrès s'est créé de nos jours une réputation d'homme de génie qui le met à l'abri de toute investigation profonde, de tout contrôle, de toute sanction. Sa lucidité donnée en exemple aux écoliers repose sur un malentendu complet entre une sorte de lyrisme romantique et une clarté d'esprit qu'il n'a eu à aucun moment. Alors, suivent les chefs d'accusation, dont le premier, par exemple, les livres de Barrès sont proprement illisibles. Sa phrase ne satisfait que l'oreille. Voilà. Donc voilà un procès. En 1921, un procès fait à Barrès. Alors, il y a Breton, il y a qui encore? Il y a Tzara. Il y a Tzara, il y a Aragon, Soupeau. Il y a aussi des dadaïstes comme Georges Raymond de Seigne, ainsi que des témoins qui sont plus ou moins attentifs au mouvement Dada, des critiques de l'époque, Madame Rachilde par exemple. Donc le procès Barrès, en principe, rentre dans l'histoire du mouvement Dada. Mais il est intéressant de le situer dans le cadre justement de ce mouvement. Pour ma part, j'ai le sentiment que le procès Barrès marque la fin du mouvement Dada. Donc à l'intérieur même de ce procès Barrès, il y a une lutte interne qui nous permet de suivre d'une certaine façon le cours, peut-être d'assister à l'éclosion de ce que je qualifierais comme étant la première manifestation surréaliste. Donc, pour ma part, je vois dans le procès Barrès une intervention surréaliste pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que les dadas surréalistes se sont constitués en tribunal révolutionnaire. Et d'autre part, le chef d'accusation central qui résume leur position, c'est que Barrès a attenté à la sûreté de l'esprit. On voit bien que cette expression qui... C'est une cour de la sûreté de l'esprit, quoi. Oui, c'est une cour de la sûreté de l'esprit. Il y a une cour de la sûreté de l'État. Voilà, exactement. Et cette cour de la sûreté de l'esprit, c'est une cour qui est à la fois symbolique et qui porte sur les affaires je dirais presque métaphysiques, intellectuelles, spirituelles, et pas seulement sur les scandales politiques ou sur les scandales littéraires les plus récents. Bon, Barrès était encore vivant, quand ce procès a eu lieu. C'est un procès d'écrivain, Georges Sebag. Oui, un procès d'écrivain vivant. C'est un procès d'écrivain vivant, et déjà très âgé. Les rapports avec Barrès... C'est très ambigu, ça aussi. Oui, c'est très ambigu, parce que, comme on vient de l'indiquer, Aragon, Breton, Soupeau ne sont pas du tout hostiles à Barrès sur le plan, je dirais, littéraire, au moins quand ils étaient un peu plus jeunes, ils l'avaient bien lu. Et puis Aragon reviendra sur Barrès, oui, comme Aragon, on sait. Alors que le procès a lieu en 21, en 23, au printemps 23, Aragon va rencontrer Barrès, et d'ailleurs va évoquer le procès avec lui. Bon, mais il y a, je dirais, entre les dadas surréalistes et Barrès, il y a un jeu de chat et de la souris. Oui. Barrès, semble-t-il, quand il a vu ce procès arriver, eh bien, il a déguerpi, il est parti de Paris et il a laissé, d'une certaine façon, faire le procès. Ah oui, ça le touchait beaucoup, quoi. D'une certaine manière, je pense que ça le touchait parce qu'il savait que sa notoriété était quand même immense
Et pour lui, c'était peut-être déjà un premier jugement de la postérité qui se profilait là. En s'attaquant à Barrès, en réalité, les dada surréalistes s'attaquaient, entre guillemets, à l'establishment littéraire de la France. Oui. Un académicien, un homme extrêmement célèbre, un député, voilà. Etc. Oui. Et puis, 2 ans après ce procès, une enquête est menée auprès des jeunes poètes et écrivains. En 1922, donc, une question est posée sur les maîtres de la jeunesse. En tête viennent Paul Bourget et Maurice Barrès, suivis de Charles Maurras, puis d'Anatole France. Donc on voit que Barrès est lu par tout le monde, il est connu. Et même 2 mois avant le procès, vous savez que dans le groupe dadaïste, on s'est beaucoup amusé justement à essayer d'établir une sorte de hiérarchie des valeurs. On a voulu noter à la fois les écrivains, les poètes, les hommes politiques, selon un principe de notation de moins 25 à 20. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, Proust a eu 0 d'ailleurs. Voilà, Proust a atteint une moyenne de 0, mais je vais vous donner les notes attribuées par nos amis dada surréalistes à Barrès. Vous allez être très étonnés puisque c'est exactement 2-3 mois avant le procès. Eh bien, Aragon note Barrès un 14. Pour Drieux-La Rochelle, c'est 16. Ah oui. Bon, il est vrai que Drieux-La Rochelle avait rencontré Barrès en 1920. Pour Breton, on est très étonnés, c'est 13. Il est très surnoté, Barrès. En somme, là, il a l'air surnoté. Bon, maintenant, Benjamin Perret le note 4. Et Benjamin Perret, il faut bien le dire, là, c'est un signe à la fois politique et dadaïste, et c'est le scandale Dada. Benjamin Perret est intervenu dans le procès Barrès de façon vraiment étonnante, surprenante, et ce qui fait que le scandale d'ailleurs est venu de lui. Il est entré pour témoigner en tant que soldat inconnu. Il se trouve que 2 ou 3 mois auparavant, on avait, sous l'Arc de Triomphe, déposé la dépouille d'un soldat inconnu, et une sorte d'affront à cette cérémonie était manifesté en somme par Perret, puisqu'il a été interrogé en allemand en tant que soldat inconnu allemand. Autrement dit, on a émis la suspicion concernant l'identité du cadavre. C'était peut-être un ennemi qui reposait là. Voilà, qui reposait là. Oui. Et d'ailleurs, le procès Barrès, sur le plan de la presse, a eu un retentissement énorme à cause de cette intervention qui a pourtant duré 30 secondes. Hein. Et bon, ça a entraîné d'ailleurs dans la salle des réactions vives. Les gens ont entonné la Marseillaise. Le procès s'est un petit peu arrêté. Mais enfin, on voit que Barrès a été traité de plusieurs manières, je dirais, à la fois politique et littéraire. Bon, par exemple, sur le plan politique, Barrès ayant été anti-Dreyfusard, je me demande si le procès Barrès ne correspond pas à un procès Dreyfus à l'envers. Voilà, un procès Dreyfus à l'envers. Oui. Et c'est une manière de demander à Barrès, d'ailleurs qui, dans cette salle des sociétés savantes, a été réduit à un mannequin, puisqu'il n'a pas pu être présent et répondre aux accusations. Donc il y avait un mannequin qui représentait Barrès présent. Voilà, exactement. Et les magistrats jouaient tout à fait le jeu, les avocats, tout le monde avait revêtu une blouse blanche d'infirmier, avait une barrette, c'est-à-dire une sorte de toque d'ecclésiastique sur la tête, enfin un accoutrement qui était pas tout à fait, je dirais, juridique et authentique, mais qui voulait quand même conserver les formes de la justice. Daniel Rondeau. J'avais aussi rencontré la nièce adoptive de Maurice Barrès. Nièce adoptive de Maurice Barrès qui, je crois, avait 4 ans au moment où son père est mort pendant la guerre de 1914. Et Maurice Barrès l'avait adoptée. Et elle était venue donc s'installer à Neuilly.
Et là, elle m'avait raconté, c'était quand même, bon, peut-être que cette dame est encore vivante d'ailleurs, mais elle m'avait raconté sa vie à Neuilly chez Barrès. Et donc voilà, j'avais quelques petits renseignements de première main en tout cas sur son travail. Elle m'avait dit qu'il c'était quelqu'un qui dormait très, très mal, qu'il se levait assez tôt le matin, qu'il exigeait que toute la maison de Neuilly soit extrêmement silencieuse pendant qu'il travaillait. Il travaillait jusque vers 11 heures. Ensuite, il faisait son courrier avec l'aide de sa femme. Il recevait un courrier extrêmement abondant. Ensuite, un déjeuner rapide. Ensuite, il retournait à son bureau pour travailler 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, de Neuilly, il partait à pied pour la chambre. D'ailleurs, c'était quand même une promenade assez importante. Alors, vous savez ce que disait Barrès, il disait, on ne peut pas écrire toute la journée, il faut bien s'occuper, allons à la chambre. Donc, il allait faire son travail de parlementaire. Il rentrait, elle m'avait dit, je me souviens très bien que il partait d'un pas très décidé, les bras croisés derrière le dos, et qu'en général, il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait, un de ses amis qui venait le chercher pour faire le trajet avec lui. Et puis enfin, il retournait donc, il quittait la chambre vers 6 heures. Il rentrait là, je pense, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il rentrait en voiture à cheval, sans doute, ou une de ses premières voitures. Et il retournait dans son appartement de Neuilly. Et là, il écrivait son article pour l'Écho de Paris. Vous savez qu'il écrivait un article quotidien. Et cet enfant, qui était cette dame alors, avait été très très frappé parce que tous les soirs, à 8 heures, un jeune cycliste sonnait à la porte qui venait chercher l'article pour l'Écho de Paris. Alors voilà, comme ça on peut dire que de différentes façons, j'ai vécu un peu avec Barrès, qu'en tout cas Barrès a été un de mes compagnons des années que j'ai passées à Nancy entre 71 et 1980. François Broche, quand Barrès est mort à 61 ans, il entamait une nouvelle carrière littéraire. Oui, je crois qu'il avait annoncé qu'il allait renoncer à tout ce qui avait fait son succès, à tout ce qui lui avait valu un public dont il n'avait pas envie, dont il se fichait éperdument, et il voulait se donner conférer à nouveau une tournure littéraire à son œuvre. Alors il était en train, il y a aussi une grande, dans l'énumération des œuvres qui doivent rester de Barrès, il y a aussi les cahiers, qui sont une anti-œuvre en fait, parce que les cahiers, ce sont donc des notes, ce sont des dossiers, dans les cahiers on trouve même des articles de presse, on trouve des lettres, c'est une sorte d'amalgame qui a été ordonné après la mort de Barrès par Madame Barrès et par Philippe Barrès, essentiellement. Et donc c'est une sorte de brouillon, mais un brouillon grandiose qui contient des perles merveilleuses, des morceaux de bravoure, et qui était, je pense, le matériau de mémoire à venir. Il avait l'ambition, il a toujours eu l'ambition d'écrire ses mémoires. Il y a un début de mémoire dans les cahiers d'ailleurs, mais à mon avis, il vaut mieux que ce soit resté à l'état de magma. Les cahiers ont été réédités, enfin du moins un choix de cahiers a été réédité au début de cette année. Éric Roussel, alors l'œuvre est évidemment immense, donc on ne peut pas parler de tout, mais il y a quand même des choses qu'on peut signaler qui sont particulièrement belles. Par exemple, tout ce que Barrès peut dire de Venise, oui, c'est sublime, les carnets de voyage. Un Amaury Doloris Sacrum sur la mort de Venise. La mort de Venise, c'est splendide. De la littérature française. Et puis sur Tolède et Gréco aussi, oui. Ça c'est vraiment, on pourrait dire, un modèle du genre. Et puis dans des registres tout de même assez différents, parce qu'il y a ces grands textes sur les... En général, c'est plutôt sur les pays méditerranéens, finalement. Il y a aussi des chefs-d'œuvre enfin des choses vues, des polémiques comme Leur figure, par exemple, qui est un livre absolument extraordinaire. C'est très drôle. Et d'une actualité alors remarquable. Ah oui, parce que la République que décrit Barrès, qu'est-ce qu'on a appelé la République opportuniste, a certains traits communs avec l'époque actuelle. Et on est tenté... On pourrait changer quelques noms. Si on a un peu mauvais esprit, on pourrait être tenté de changer simplement les noms. Non, c'est un livre d'une actualité vraiment brûlante. Et alors, à côté de ce Barrès polémiste, qui souvent faisait mal, il y a aussi dans les cahiers
des textes où il fait preuve d'une compréhension, même vis-à-vis d'adversaires, absolument admirable. Je pense il y a des passages sur Jaurès, notamment sur la mort de Jaurès, qui sont vraiment merveilleux. Et Barrès, au fond, était plus intéressé par les hommes, je crois, que par les idées. Vous avez aussi, tous deux, édité et préfacé Journal de ma vie extérieure aux éditions Julliard. François Broche, alors quel est l'intérêt de ce journal ? C'est un livre qui nous fait découvrir un Barrès complètement... Alors c'est un Barrès complètement... étrange, enfin inconnu. Insolite, inconnu, oui. Parce que c'est un Barrès qui ne se préoccupe pas uniquement de la politique, qui ne se préoccupe pas uniquement de la Lorraine, de ces thèmes dans lesquels on se complaît à l'enfermer, mais c'est un Barrès qui se préoccupe de tous les aspects de la vie sociale, de sport, de gastronomie, de voyage, de littérature, de peinture. Il parle de tout, il parle des arbres également. C'est vraiment un Barrès d'une extraordinaire diversité, qui est plus proche de Diderot que de Maurras, dans ce sens-là. Oui, Éric Roussel. On parlait de diversité de registres. Effectivement, là, dans ce recueil d'articles, on voit essentiellement le Barrès des choses vues. Et c'est un Barrès qui, à mon avis, peut être mis en parallèle avec celui des cahiers, parce que ça se complète très bien, finalement. On pourrait faire même d'ailleurs l'exercice de façon plus systématique et comparer presque au jour le jour ce qu'il pouvait écrire dans ses cahiers et écrire dans ses articles. Et on verrait certainement à ce moment-là l'espèce de balancement qui l'a toujours caractérisé sur le plan politique, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan... je dis pas religieux, parce qu'au fond, je crois pas qu'il ait été vraiment... il n'a jamais adhéré au catholicisme, disons, sur le plan spirituel, mais c'est quelqu'un qui avait des tentations contradictoires. Moi, j'aimerais bien, François Broche, vous entendre lire quelque chose de Barrès, je sais pas, un passage d'un livre que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Alors, il y a ce texte qui est extrait d'un recueil posthume qui s'appelle « N'importe où hors du monde ». Et le texte s'appelle « Art et religion ». Alors, c'est la querelle de l'Oronte, la sotte querelle de l'Oronte, comme disait l'abbé Brémond. Si la querelle qu'on me fait pour l'Oronte a quelque digne sens, c'est un reproche de ne pas me tenir jour et nuit au gros de la bataille, tel que d'autres la voient. Un reproche de suivre à mes heures la divine fantaisie, la jeune espérance, le groupe des déesses. Ils exigent, ce sont les jeunes supporters de Barrès, les critiques catholiques et nationalistes, ils exigent que demain comme hier je demeure leur maître en titre et que je continue, jusqu'à bout de souffle, de leur fournir un enseignement pour lequel je me suis formé des suppléants, alors que d'autres services m'appellent où je ne vois personne qui puisse me remplacer. Franchement, j'ai mieux à faire que de récolter ce que j'ai semé à d'autres. Je ne suis pas né pour cesser jamais d'avancer et de découvrir des aubes, des midis, des couchants, des étoiles, auxquels je dédierai les chants du printemps, de l'été, de l'automne, et les plus beaux, ceux de mon hiver, où les espérances étincellent au milieu d'un firmament de souvenirs. Une vie, une œuvre. Maurice Barrès, complexe ou ambigu par Christine Gohémé. Mixage Guy Senot, Jean Fèvre. Réalisation Isabelle Huel.